Soif de culture. Soif de culture. Soif de culture, le balado agricole présenté par Soleno. Animé par Richard Boussinotte. Bienvenue à votre balado agricole Soif de culture. Aujourd'hui, l'aventure de la ferme Lorca qui commence en 1983 lorsque, âgé de seulement 20 ans, Carl Marquis, avec sa conjointe Lorraine Lemay, achète une ferme pratiquement abandonnée à Sainte-Croix-de-Lotbinière dans un contexte économique difficile. Mais déterminés et passionnés, ils ont transformé cette entreprise en un succès reconnu, remportant des distinctions telles que l'Ordre national du mérite agricole et le concours des jeunes agriculteurs d'élite du Canada. La ferme Lorca incarne une histoire remarquable de croissance et de transition réussie, mettant en lumière la vision et la détermination de Carl Marquis. On va en apprendre plus dans les prochaines minutes à votre balado Soif de culture. Carl Marquis, bonjour, bienvenue. Bonjour, ça me fait plaisir. Je suis content de vous avoir parce que, dans le fond, je sais pas, moi je vous associe, je vais commencer tout de suite comme ça, je vous associe, je vous ai connu, c'est au concours Jeunes agriculteurs d'élite. Quand on va au concours l'été, là, je sais que ça va se déplacer, mais quand on va au concours, bon, là, tout le monde a passé en avant, il nous en manque un. Il nous manque Carl Marquis. Non, mais c'est vrai, vous êtes devenu un personnage du concours. Oui, ben moi, ce concours-là, ça a vraiment changé ma vie. Je dirais que c'est la plus belle expérience professionnelle. J'ai eu plusieurs reconnaissances au cours de ma carrière, mais la reconnaissance du jeune agriculteur élite du Canada que j'ai eue en 2003, ça m'a ouvert sur le pays, ça m'a ouvert sur un paquet de monde, puis j'ai décidé de m'impliquer pour donner au suivant, pour faire vivre aux jeunes ce que j'ai vécu, puis transmettre un peu. Là, moi, je veux juste reprendre ça du début. Carl Marquis, là, la famille, en fait, d'abord, vos parents n'étaient pas dans l'agriculture. Vous êtes de Bellechasse, là, juste peut-être pour situer les gens. C'est ça. Moi, je suis originaire de la Durantais, puis toute la famille de mon père, c'est des bouchers. Il possédait des boucheries puis des épiceries. La Durantais, Saint-Charles, Saint-Michel, Saint-Vallier, Saint-Gervais, Saint-Jean-Port-Joli, à peu près. Ouais. Puis, je te dirais que c'était une période difficile pour les boucheries. Puis mon père, il nous encourageait vraiment pas à prendre la relève de la boucherie. Okay. Il dit, si vous pouvez trouver d'autres choses de plus le fun, là, parce que c'était rendu que les normes étaient vraiment strictes, c'était compliqué. Mais moi, j'avais toujours un grand intérêt pour l'agriculture, parce que je travaillais chez les oncles, chez les frères de ma mère, à Saint-Gervais. C'est là que ça s'est développé. Ah oui, là, j'ai découvert la passion, mais je pouvais pas entrevoir de prendre leur ferme. Il y avait des enfants, eux autres. Fait que, on a connu les années 1980 où je me suis établi, les taux d'intérêt qui dépassaient les 20 %. J'ai étudié à l'ITA La Pocatière. C'est là, juste avant d'arriver à l'achat de la ferme, vous avez étudié à La Pocatière, donc vous avez des bons souvenirs de l'ITA, qui est aujourd'hui devenu l'ITAC de La Pocatière. Y a-t-il d'autres éléments déclencheurs là-bas à l'ITA où, en fait, ça a confirmé ce que vous vouliez faire plus tard? Ben, ça a confirmé, puis il y a eu mon histoire d'amour, en fin de compte, parce que j'ai connu ma conjointe à l'ITA. Il y a beaucoup de matchs qui se font là. Oui, c'est important, ça. Oui, ben oui. Puis là, ma blonde, en plus, il y avait une ferme chez eux, fait que je l'aimais doublement. Là. Mais, en fait, parce que votre blonde, c'est Lorraine Lemay, donc elle était issue d'une famille agricole. Fait qu'elle savait dans quoi qu'elle s'engageait. Oui, exactement. Sauf que le bémol, c'est qu'elle avait des frères. Puis la génération de son père, c'est que tu vendais pas ta ferme à ta fille. Tu vendais ça au gars. Ouais. Carl Marquis, dans le fond, là, en 83, en fait, à 20 ans, vous avez votre diplôme, vous achetez la ferme. Mais vous l'avez dit, là, il y a quelques instants, là, les intérêts ont monté à 20, 22. Comment vous avez fait pour acheter ça ou ça prend de l'aide à quelque part? J'étais justement aux études, j'étais en 3e année, je me souviendrai toute ma vie, c'était en février. Il y avait le bureau de l'Office du Crédit agricole à La Pocatière. Oui. J'avais pris une pause d'une période de cours pour aller rencontrer un conseiller en financement à La Pocatière. Puis il m'a reçu, il a écouté tout mon projet, mais tu sais, j'avais 19 ans. Ça, c'est le bureau du MAPAC, ça? Ben, c'était Office du Crédit agricole. Office du Crédit agricole, ouais. OK. Sauf qu'il m'a clairement dit d'arrêter de rêver en couleur. Il m'a dit ça. Quand même, hein? Oui, c'est fort. Puis moi, on dirait que ça a été l'élément déclencheur parce que je dis souvent dans mes conférences qu'il ne faut jamais dire à Carl Marquis d'arrêter de rêver. Puis j'étais tenace, puis mon père avait confiance en moi parce qu'on est allé visiter une ferme semi-abandonnée à Sainte-Croix, dans le même rang que chez ma femme. OK, ouais.
Puis mon père a embarqué dans le projet. J'ai de la misère à comprendre pourquoi. Parce que, Mais il vous faisait confiance et vous connaissez. ouais. Puis il l'a dit dans le reportage à Radio-Canada l'autre jour. Il dit j'étais travaillant, j'avais cette qualité-là. Fait qu'il a acheté la ferme. Parce que producteurs et productrices agricoles, là, c'est des longues heures. OK, aujourd'hui, ça s'est amélioré, mais il y a encore de l'ouvrage à faire. Puis vous êtes dépendant, j'allais dire comme nous autres un peu, quand on est dans l'industrie du drainage, mais on est dépendant des saisons aussi. Ouais. Fait que c'est beaucoup de travail. Quand vous avez acheté à Sainte-Croix, c'est une ferme, ça qui était pas abandonnée Ben, ou presque. pas loin, hein? Je dirais que c'est ce qui s'y marquait, moi. c'est une ferme qui est environ, je dirais, 30 ans en arrière sur les autres. Là. Oh! Je raconte à mes enfants les partait de premières zéro. années, on partait de rien. J'avais pas de pipeline, j'avais un tracteur, j'avais pas d'outils. Le tracteur que j'avais, c'était un tracteur de 35 forces, pas de cabine. Puis, Je veux juste reculer pour que les gens comprennent bien, parce que 83, c'est pas si vieux que ça. À ce moment-là, quand vous avez commencé avec les vaches laitières, c'était-tu j'allais dire, à la treilleuse? Ou j'avais une treilleuse, mais pas de lactoduc. On transportait le lait au seau, dans le bassin, mais j'avais 9 vaches. On a commencé avec 9 vaches. Quand même. Aviez-vous d'autres, mettons, des fois, il y en a qui gardaient des porcs, d'autres qui gardaient des poules, rien de ça? Non, je n'avais plein mon casse avec mes 9 vaches, puis tout était à refaire, puis je faisais tout moi-même. Je bûchais mon bois, je construisais, je coulais du béton. Ça a duré pendant 20 ans. Puis on achetait toujours du quota. J'avais un gros souci d'efficacité. Ouais. Puis c'était toujours des actifs productifs. Puis il faut dire que les 5 premières années, juste de payer l'épicerie, la moulée des vaches, puis les intérêts, j'en avais plein mon casse. Mais quand on le réalise aujourd'hui, puis qu'on regarde aujourd'hui l'ampleur, ce que c'est rendu, c'est quand même... Parce que là, il faut le dire, là, pour ne pas l'oublier en début, là, mais parce que je n'avais pas dans mes feuilles, mais vous, en décembre 2023, vous avez été nommé la ferme... La famille agricole de l'année au Québec. Au Québec. Félicitations à vous, votre épouse, et votre conjointe, puis tous les enfants, parce qu'il y a des enfants impliqués également. Oui, puis il faut que j'inclue mes frères aussi, toute ma famille, parce que l'élément déclencheur, ça a été que mon père me fasse confiance. Puis ensuite de ça l'a impliqué toute la famille. J'ai été le plus vieux de la famille. Ça fait que mes frères ont tous passé une partie de leur adolescence chez nous à travailler à gros salaire. On s'entend, gros salaire, ouais. Puis c'est drôle que vous dites ça, Carl Marquis, parce que moi, j'ai été, d'où je viens, un petit village à Saint-Aubert, en Haute-Saint-Jean-Port-Joli. Moi, j'ai été élevé le voisin d'un producteur agricole. C'était notre terrain de jeu. Puis il y avait une grande famille. Bon, c'était comme le plus vieux, parce que j'avais dit tantôt, qui était un peu sur la ferme. Puis les autres, ils venaient tous donner du temps. Ils venaient tous donner du temps. Ah, il est en vacances, il a pris 2 semaines de vacances, il nous donne une semaine à la ferme, un autre, et il va venir plus tard, puis... C'est un peu ça. Ça appartient un peu comme ça. C'est sûr que là, ça se fait plus vraiment parce que les gens ont toutes des activités, ils ont toutes le fin de semaine. Mais ça m'a vraiment permis de démarrer. Puis ma femme, elle disait à l'époque, on n'a jamais de dimanche, on n'a jamais de temps, nous autres, parce que mon père avait sa boucherie, il fermait le samedi, puis il s'en venait à Sainte-Croix jusqu'au dimanche soir. Fait qu'on travaillait le samedi puis le dimanche, mais à 7-8, on faisait l'ouvrage du samedi puis le dimanche, le double d'ouvrage de ce que je faisais la semaine. Puis là, on avait nos enfants. Au travers de ça, on a élevé nos enfants. 4 enfants? Oui, 4 enfants. Aujourd'hui, ils ont de quel âge? En fait, il y en a 2 qui reprennent la ferme, c'est ça? Oui, les 2 filles, les deux dernières. Ouais. Puis le premier, c'est mon garçon. Aujourd'hui, c'est une question piège, là, mais mon fils, il a 40 ans. Non, une quarantaine d'années, c'est ça. Puis les autres, tout c'est le plus vieux. Là, je veux revenir, Carl Marquis. En fait, je rappelle aux gens, là, mon invité, Carl Marquis de la ferme Lorca. En 83, là, quand vous avez acheté la ferme, vous avez dit que vous aviez 9 vaches, puis tout ça. Mais après, c'est quoi le premier step que vous avez fait, ou le premier investissement? Là? On bouffe ça un petit peu, on paye nos affaires, mais après ça, c'est quoi? Ça a toujours été prioriser les actifs productifs. Ça a été des vaches, du quota, du nivelage, du drainage, acheter des terres, parce qu'on avait 100 acres. Aujourd'hui, on a 850 acres. Fait qu'on a acheté les terres qui étaient possibles d'acheter. C'est sûr, tu peux pas forcer les voisins de vendre. C'est pas mal autour oui, maintenant? Oui, la terre la plus loin chez nous est à 3 km. Ah, quand même. Fait que c'est bon. C'est dans le même rang ou pas loin? Oui. Puis j'ai un 600 acres autour de la ferme qu'on n'a même pas besoin d'aller dans le chemin. Là. Quand même. Ouais. Ça, c'est... C'est des bonnes terres. C'est dans la plaine du Saint-Laurent, en fait. C'est des belles terres. Un peu difficiles à travailler parce que c'est de l'argile. C'est un lot argileux. Fait qu'on draine aux 10 mètres, aux 11 mètres.
Puis, mais c'est des bonnes terres. Là, je veux juste revenir à ça, parce que je ne veux pas l'oublier, parce que, tu sais, moi, des fois, je m'informe, j'ai des gens, j'ai un collègue, lui aussi, qui est Rémi, en fait, qui est dans l'agriculture, puis tout ça. Puis Rémi me dit, je pense, il dit, lui, c'est des vaches rouges qu'il y a. Ah oui, des vaches rouges. Là, on va expliquer aux gens c'est quoi des vaches rouges, parce que c'est des Holstein, c'est ça? Ouais. Mais rouges. Moi... En fait, j'ai été longtemps parmi au Canada à avoir les meilleures vaches, le meilleur potentiel génétique au niveau des vaches rouges et blanches. C'est moins vrai aujourd'hui parce que ça évolue tellement vite, la génétique, puis ça change. Là, puis on a fait beaucoup d'argent à produire des embryons, à exporter des embryons, à faire de la génétique. Ça a duré, je dirais, une quinzaine d'années. Je dirais que c'était autour de 40% des revenus de la ferme qui provenaient de la génétique, de la vente de génétique. Puis on avait des sujets rouges et blancs, on avait des animaux acères, des animaux qui n'ont pas de cornes. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'écorner les veaux. Là. Puis on avait bien entendu les noirs et blancs. Aujourd'hui, c'est moins vrai. Je te dirais que 90% de notre troupeau est noir et blanc aujourd'hui. Mais pourquoi? Parce que j'ai eu un peu l'histoire, mais les rouges n'étaient pas comme reconnus à l'époque. C'est ça que je comprends? Si on recule dans le temps, c'était comme un gène indésirable. Les vieux éleveurs Holstein qui avaient un veau rouge, ils en voulaient pas. Ils l'abattaient puis ils le cachaient. Parce qu'ils se disaient, là, il y a comme un problème génétique dans ma lignée de pur sang. Là. Mais jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que le gène rouge, c'est un gène qui est présent dans la race, puis qu'on est capable de le sélectionner, puis avec des croisements génétiques, on peut le provoquer. Puis c'est très populaire en Europe. Il y a des troupeaux 100% rouges en Suisse. En Allemagne, il y a beaucoup de rouges et blancs. Non, mais j'avais envie de faire un drôle de parallèle. Tu sais, des fois, on a des enfants, on a deux noirs, tu sais, les cheveux noirs, une qui est blonde, les yeux bleus, puis là, on a eu un petit roux au travers. Non, mais c'est le même père, la même mère. C'est ça? Avec les humains, on peut se poser des questions des fois, là, mais pas avec les animaux. Non, mais c'est ça. Donc, ça veut dire qu'à cette époque-là, c'était méconnu, si on veut, la vache rouge, on va dire ça de même. C'était pas méconnu. Mais on avait moins de recherches, peut-être? Il y a moins de recherches, puis tu avais beaucoup moins de possibilités, parce qu'il y avait 2-3 taureaux qui portaient le gène rouge, puis tu en avais 50 qui avaient le gène noir. Il y avait plus de lait avec les noirs, il y avait plus de conformation. Fait que là, aujourd'hui, on est toujours avec de la Holstein, mais c'est plus de la Holstein... Oui, puis le marché génétique a beaucoup changé. Là, aujourd'hui, on n'en fait presque plus de transfert embryonnaire puis d'exportation d'embryons parce que la demande n'est plus là. Aujourd'hui, on est à l'ère de la génomique. On travaille avec des jeunes taureaux génomiques. Qu'est-ce que juste pour qu'on comprenne tous le génomique? C'est à partir à la naissance d'un veau, on prélève des poils, on fait analyser les poils, puis on est capable d'avoir tous les caractères génétiques du veau. L'ADN du veau, dans le fond. Exactement. Ah, ouais. Fait que les jeunes mâles, ils sont achetés, sélectionnés par les centres selon leur potentiel génomique et génétique. Puis, on accouple les plus jeunes animaux avec les plus jeunes mâles pour aller... C'est mathématique. On travaille toujours avec les meilleurs. Fait que c'est... J'allais dire, on perfectionne la race tout le temps. Tout le temps. Donc, juste... Là, ça m'interpelle, juste pour... Mettons, pour les gens, parce que les gens qui écoutent, là... En fait, vous avez un veau, là, un bébé naissant, un veau, là, vous allez prendre un poil, vous allez faire l'ADN, puis là, ça dit, lui, il y a tout un... Évidemment, c'est un jeune taureau, c'est ça. Des mâles ou des femelles. Des mâles ou des femelles, OK. Parce qu'on a vendu une jeune femelle à la vente, on appelle ça la Sale of Star, parce que moi, j'avais créé un partenariat génétique avec 3 des meilleurs éleveurs de la Suisse, où on avait investi dans des animaux seulement pour produire des top élites génomiques au Canada, justement pour vendre la semence, vendre des taureaux ou vendre des génisses. Puis on a vendu une génisse 145 000 à vendre des étoiles, une petite génisse qui était top génomique au Canada. Vous avez vendu ça en Europe? Non, on l'a vendu en Ontario. En Ontario? À Toronto. Vendre des étoiles lors de la foire, la Royal Winterfell. Ah, ben ouais. Mais... Alors, fait qu'on est rendu là aujourd'hui. Fait que ça aussi, ça évolue, ça aussi, ça change. Alors là, je reviens, on est toujours... Là, aujourd'hui, on a combien de têtes environ? On a 250-300 têtes. On a 165 vaches à traite. À traite, puis les autres sont toutes en ce qu'on appelle en... c'est des vaches taries, c'est des génisses, c'est des veaux, On est toujours juste dans la... On n'a pas d'autres... On ne garde pas d'autres animaux. Je veux dire, on est juste dans la vache. Des vaches, quelques chats. OK, ouais, c'est ça. Ça en prend toujours un peu, tu sais, pour garder le contrôle. Pour attirer les enfants à l'étable. Là, je reviens en 83. Fait que le step, vous avez dit, quand vous avez acheté, après ça, vous avez acheté les voisins. Puis après ça, c'était quoi? Il y a toujours des bâtiments qui arrivent. Êtes-vous un maniaque, vous, de machinerie? Il y en a qui sont maniaques de machinerie. Il y en a d'autres qui sont maniaques de terre. D'autres sont plus vous êtes plus terre, plus génétique, plus...
Non, je pense que je suis pas maniaque de rien. Moi, je suis maniaque de tout. OK. Puis ce que j'aime, c'est l'équilibre. Puis je sais que comme je l'ai dit tantôt, j'ai toujours eu un intérêt marqué pour la gestion. J'ai pas eu le choix d'être très efficace. Puis la machinerie, c'est un gouffre financier. Tu sais, c'est un mal nécessaire. T'as pas le choix. Mais j'ai fait partie du groupe qui ont fondé, nous autres, la coopérative d'utilisation de machinerie. Les CUMA? La CUMA. La CUMA. Oui, en 1996. Ça veut dire ça fait 20... Ça fonctionne encore? Ça fonctionne encore. Vous en servez? Je suis secrétaire de ce OK. CUMA-là, puis j'ai, je te dirais, les 2 tiers de mes machines qui appartiennent à CUMA. Puis je fonctionne en location de ces équipements-là. Je suis propriétaire de mes tracteurs. J'ai 6 tracteurs. À vous, là? À moi. OK. Puis il y en a un que je loue l'été. J'ai des tracteurs usagés. J'achète toujours des tracteurs usagés, mais des bons tracteurs. Là. Je ne suis pas gêné de mon setup de tracteur. Mais tu sais, moi, ce que j'entendais, parce qu'on fait une parenthèse, je parlais de CUMA. En fait, ce que j'entendais, des fois, les gens disaient « Ouais, mais là, quand je n'ai de besoin, elle n'est pas disponible. » Ouais, mais... C'est-tu vrai, ça? C'est-tu... ça peut être vrai à cause de la température, des fois. Exactement. Il y a des machines, ça dépend de ta grosseur d'entreprise. Il y a été longtemps qu'on avait une faucheuse en CUMA. On était à 2 avec chacun 40 vaches et elle n'avait pas de problème. Tu sais, il y en a un qui commençait à faucher à 6 heures le matin, il avait fini à 10 heures, l'autre embarquait. Okay, ben oui. Là, aujourd'hui, j'ai 300 têtes. Là, ça me prend ma faucheuse. J'ai acheté ma faucheuse. Par contre, la fourragère, l'équipement d'ensilage, on l'a à 2. Ah. Fait que, il y a une journée, j'ensile. Je prends, mettons, 2 jours, faire mon ensilage. Puis 2-3 jours après, on va chez mon chum ou, en tout cas, vice-versa. Mais quand tu fais le calcul, je pense que tu peux mettre de l'eau dans ton vin un peu. Puis ça peut arriver, sur 10 ans, ça peut arriver 1 ou 2 fois que tu dis, merde, si j'avais mon équipement, ça serait mieux. C'est-tu une CUMA? Parce que vous me dites ça, là, puis ça me revient, regretter Rosa Ouellette, qui était maire de la paroisse de la Pagatière, mais qui était aussi un dirigeant à l'ITA de la Pagatière, m'avait dit, Richard, il dit, écoute, les gens, il va falloir qu'ils regardent à un moment donné peut-être de faire du forfait. Oui. En fait, forfait, c'est une méthode qui existe. Oui. Puis là, vous me parlez d'une coop qui est une CUMA. C'est un peu ça, dans le fond. Tu dis, ben moi, je vais donner ça à forfait. Puis Rosa, elle dit, tu sais, tout se calcule dans la vie. C'est un peu ça. Je vous entends, je vous écoute, puis c'est un petit peu ça également. Puis ça ne vous a pas empêché de progresser, au contraire. Au contraire. J'ai sauvé des centaines de milliers de dollars en fonctionnant comme ça. Puis même, le forfait, c'est une formule que j'utilise. Tout ce qui est épandage de fumier liquide, même si j'ai une tank, moi j'ai une tank de 4000 gallons, mais si je ferais ça tout seul, je prendrais 2 mois par année étendre mon fumier. Mais je fais venir un forfaitaire avec 3 tanks de 8000 gallons, puis moi je prends ma petite 4000 la journée qui vient, puis moi je fais tous les raccoins où lui il perdrait du temps. Moi je vais là avec mon tracteur, ma petite tank. Fait que normalement, en une journée, on claire le fumier. Fait que c'est une question d'efficacité. Exactement. Fait que même si vous payez, il y a une question d'efficacité là. En fait, tout se calcule. Vous avez dit tantôt que c'est mathématique. Tout se calcule. Oui. Tout se calcule. Donc, puis on le voit aujourd'hui, puis tu sais, je veux juste le rappeler, là, vous êtes la famille agricole de l'année 2023 au Québec. Oui. Au Québec, c'est ça. Là, 83, donc vous avez acheté des terres, on vient de parler des CUMA, on vient de parler du forfait. Peut-être juste après ça, vous faites aussi, vous avez une érablière de 5000 hectares. Ça, c'est arrivé comment l'érablière? C'est-tu en achetant une terre qu'il y avait une érablière? Non. Ça, c'est arrivé bien progressivement. Puis c'est un vieux rêve d'enfance. J'ai toujours aimé le bois. Moi, mon père avait une petite érablière. On avait 400-500 entailles à Chaudière chez nous quand j'étais jeune. Puis on a, dans Bellechasse, on a toute une génétique de cabanes à sucre. Tu sais, c'était des cabanes à sucre familiales. Moi, je ne connaissais rien des cabanes à sucre industrielles. Dans le temps, ça n'existait même pas non plus. Mais les premières années, chez nous, il y avait une érablière qui n'avait jamais été exploitée, mais était au travers des sapins, au travers de tout le reste. Puis j'avais pas le temps de m'en occuper. Il fallait que je priorise les vaches, le quota, ce qui était rentable, les enfants. Puis, progressivement, à partir des années 90, je me suis mis à la dégager. Puis en 1995, j'ai entaillé 1500 entailles à Chaudière, puis j'ai vendu l'eau pendant 5 ans. Jusqu'à ce que le gars qui achetait mon eau disait « Ouais, ça coûte cher un peu. » Il dit « Je pense que je vais arrêter de la prendre. » Ben, j'ai dit « Je vais me construire une cabane. » On construit une cabane, puis on a monté à 2700 entailles à Chaudière. À Chaudière, c'est l'ouvrage, ça, là. Avec un cheval. Puis, tu sais, la vraie méthode traditionnelle. La vraie traditionnelle. Mais là, aujourd'hui, on n'a plus de cheval. Non, c'est de la tuyauterie. Ouais, ben, c'est que là, un moment donné, mes filles m'ont mis comme un ultimatum. Ils ont dit là, parce qu'on grossissait en bas aussi. On est monté à 60 vaches, puis à 80 vaches.
Puis là, la traite, le soir, nous autres, on est très disciplinés. C'est 4 heures le matin, c'est 4 heures l'après-midi. Oh. Puis les jeunes, ils venaient nous aider. Moi, là, ils venaient nous aider à ramasser de l'eau d'érable. Là, il fallait attendre ça dégèle. On commençait à ramasser C'est à vrai. midi. À 3 heures, la visite arrivait pour manger de la tire. Eux autres s'en allaient faire la traite. Moi, j'allumais, je bouillais jusqu'à 2-3 heures du matin. En tout cas, c'était une vie de fou. Ils ont dit là, tu installes la tubulure ou tu baisses à 500 centailles pour que ça soit le fun. Parce que là, c'est Gardez plus ça le fun. folklorique. Puis, C'est plus le fun. Fait que là, vous avez monté à 5000, mais en avez-vous acheté d'autres? Vous Non. aviez tout de suite en partant la possibilité de monter à 5000? Ouais, c'est ça? ben, il y a, Ah, en ah. 2018, quand on a acheté le voisin, là, j'ai pu peut-être aller rechercher 300-400, 400-500 de plus. Là. OK. Mais j'ai vraiment agrandi. Moi, l'érablière principale, c'est à peu près 2700-2800 entailles érables. Puis chaque bar, c'est plus... parce qu'on n'est vraiment pas une région acéricole. Là, tu sais, on n'est pas dans la Beauce, puis on n'est pas dans... Mais c'est quand même 5000 en taille. C'est 5000 en Mais en fait, il n'y a pas de... J'allais dire, oui, pour la famille, mais je veux dire, on ne reçoit pas des groupes. Non. Là, on envoie ça dans les barils, puis on envoie ça à la Ben, fédération. on transforme 20 barils Quand même. en beurre d'érable, en tire, en suçon, en cornet. Ça, c'est notre vieille clientèle qu'on avait quand on était à Chaudière, qu'on a garde. toujours gardé, puis on la développe. Ma femme a fait des produits extraordinaires, puis on fait quand même du bon sirop de transformation. Ben, la transformation est intéressante. Intéressant. On- Ouais, c'est du temps, mais C'est du temps. on double la valeur de notre sirop. Je rappelle mon invité, Carl Marquis, qui est en fait, j'allais dire, le fondateur, si on veut, de la ferme Lorca avec sa conjointe. C'est important de le mentionner parce que c'est un travail, tu sais, c'est un travail d'équipe avec Lorraine Lemay, en fait, parce que c'est toute une vie, c'est un projet de toute une vie. Juste finir sur l'érablière, là, en fait, là, vous êtes... C'est-tu un projet de retraite, ça? Ouais, de, ouais. Ça va être mon dadaire, on va faire ça du mois de février. Mais ça commence de bonne heure, les entailles, des fois. Là. Ben, moi, je dirais qu'à partir de la mi-décembre, Ouais, je hein? m'en vais dans le bois, je commence à faire mes niveaux, je travaille, comme là, je suis tout le temps dans le bois. Là. J'ai 5 vannes de bois de sortie cet hiver. Moi, j'ai un Timberjack pour Ouais. boucher, non, je suis bien équipé. Ah, ben ouais. Puis, comme j'ai tout le temps dit à mes filles, là, je les ai donné, je les ai transféré beaucoup de responsabilités, je les ai transférées à Passion, puis je les laisse gérer. Je vais à l'étable à tous les matins. Mais vous lui faites confiance, Je c'est lui fais important. confiance. Puis durant le jour, s'il n'y a pas de drapeau orange ou de drapeau rouge qui lève, je m'en vais au bois, je m'en vais à la cabane à Puis sucre. vos deux filles qui sont sur la terre, eux autres, là, sont proches. Je veux dire, là, les maisons sont autour. On a 3 évidemment. maisons voisines. 3 maisons voisines. Puis ma fille est avec son mari, Ben c'est oui. mon gendre. Qui est sur la ferme. Il est extraordinaire. C'est un travailleur, je dirais, plus que moi. Puis, Vous avez mentionné quelque chose tantôt, puis c'est important parce que la business de l'agriculture, tu sais, quand vous avez une conjointe aussi qui était à la maison puis qui comprend ça parce qu'elle avait étudié, elle venait du milieu agricole. Vous avez parlé de discipline tantôt. C'est l'impression que j'ai également. Tu sais, il y a une rigueur. 4 heures du matin, il me semble que maintenant que des robots, on peut pas se lever à 5 heures, non? on n'est pas, on n'est pas à l'étape des robots. Non, Puis mes ok. filles, ils veulent finir le soir. Puis si tu commences pas le matin, mais tu finis pas le soir. Puis nous autres, on a un travailleur étranger, puis on a aussi deux petites jeunes filles qui viennent faire des traites. À tous les jours, on a quasiment une en alternance, ça, qu'on peut se prendre une journée de congé. Comme ce matin, ma fille est en congé, celle qui a 4 enfants. Là. Ben, quand même. Elle prend... C'est de l'ouvrage, ça, là. Ah ouais, c'est pas un job à plein temps, moi, ça. je les admire beaucoup, là, ils travaillent. Puis- Mais en fait, tu sais, on entend souvent, pas les gens qui sont dans le monde agricole, mais les autres, ils disent travail, famille. Puis tu sais, c'est rendu maintenant que le vendredi après-midi, il ne faudrait plus que personne travaille. Producteur agricole, c'est ce jour, c'est sur 7, ça n'arrête pas. Comment ils gèrent ça? Est-ce qu'ils s'alternent des congés une fin de semaine sur 2? Non, ben, il y en a que des fermes qui fonctionnent comme ça, puis ça fonctionne très bien. Nous autres, c'est plus un matin en alternance. Là, comme ce matin, ça en est à une, demain, ça va être l'autre. Puis si ça donne pas, ça donne pas. Ils prennent pas ça mal. Puis celle qui a 4 enfants, elle se dit travail, famille. Elle dit je suis avec ma famille tout le temps. Nous autres, on n'a pas besoin d'aller dans le sud pour être en vacances avec nos enfants. Si on veut prendre des vacances, ils partent seuls, puis ils vont garder les Ça enfants. fait plusieurs personnes à qui je parle de l'agriculture, puis ils me disent Richard, oui, c'est ce jour, mais c'est un mode de vie. C'est un mode de vie. C'est un mode de vie. Carrément. Moi, j'ai mes petits-enfants dans le tracteur. Quand je m'en vais faire des balles rondes, c'est pas rare que je pars avec 3 dans la cabine. Là. Ouais.
Puis quand j'emmène des oreillers, puis ils se couchent dans le fond de la cabine quand ils sont fatigués, puis ils dorment. Puis on emmène des lunchs dans le tracteur. Il n'y a pas un enfant qui tu sais, un tracteur, tu ne le feras pas faire d'autres choses. Tu ne les enverras pas au terrain de jeu. Là. On va rester dans le tracteur. On va rester dans le tracteur, la machinerie. Je veux revenir à quelque chose d'important. Je ne veux pas oublier tantôt les conférences, parce que vous commencez à faire des conférences, vous en faites depuis un bout. Mais en 2011, là, vous avez initié le processus de transfert des responsabilités à la prochaine génération. Ouais. On est en 2024, le début 2024, 2011 quand même. Vous avez vu ça, une vision d'avance, parce que vous n'êtes pas rendu à prendre votre retraite. Vous êtes jeune, début... J'ai 60 ans. 60 ans, donc début soixantaine, mais vous avez prévu ça depuis 2011. Parce que il y a beaucoup de gens en agriculture, je pense, qui ne sont pas rendus à votre étape encore, puis qui n'ont pas vu ou ils ont... Je dirais que ça a été en 2011, c'est suite à un appel que j'ai reçu de quelqu'un qui m'a demandé de venir faire une conférence sur le transfert d'entreprise, transfert de ferme. OK. Puis il y a eu un silence au bout de la ligne. Parce que jamais avant cet appel-là que j'avais réalisé qu'il allait avoir une fin à ce que je faisais. Je me voyais développeur, je me voyais entrepreneur, je me voyais bâtisseur, éleveur, toute ma vie, mais en fin de compte, la vie, à un moment donné, on arrive. Il y en a d'autres qui poussent, puis là, j'ai réfléchi, j'ai dit, je vais te revenir. Puis ce soir-là, j'ai pris mon 4 roues, puis je suis monté à l'autre bout de la ferme, puis j'ai regardé tout ce que j'avais fait durant les 30 années passées. Ouais. Puis je t'avouerai que je suis venu avec un moton dans la gorge, puis les yeux pleins d'eau. Puis là, j'ai pris la décision que oui, j'allais transférer mon entreprise, puis oui, ça allait bien aller. Parce que c'est un choix. Puis moi, je discute beaucoup avec d'autres producteurs qui ne font pas ce choix-là, ils ne sont pas capables de prendre la décision que ça l'aille bien. Parce que j'ai mis de côté complètement tout le côté financier de la business. Parce que ça aurait été bien plus simple d'appeler l'encanteur, puis de... On fait un camp. On fait un camp. On en a empoché 10-12 millions. J'aurais pu partager avec mes enfants à part égale, puis tout le monde aurait été heureux, entre parenthèses, mais je pense pas. Là. Puis moi, je serais probablement mort. Parce que mon rêve, c'était de bâtir une entreprise, d'y travailler avec mes enfants, puis de rester sur l'entreprise tant que la santé allait me permettre, mais pas d'être un embarras pour eux autres. Puis ce qui est le fun aujourd'hui, c'est que sur 4 enfants, vous en avez 2 qui sont dans l'entreprise. J'en ai 2, puis j'ai 2 filles. Puis de plus en plus, en passant, je fais une parenthèse, mais je vais souvent, des fois, on va faire des formations ici et là. Puis je regarde également les dernières années à l'ITAC aujourd'hui, mais qui était l'ITA. Il y a beaucoup de filles. Même, je pense que les filles sont dominantes dans plusieurs des programmes à l'ITA. Dans les facultés d'agriculture également. Parce que ça demande beaucoup plus de... On n'a plus besoin de force physique pour faire de l'agriculture. C'est plus que c'était. Non, c'est sûr que, tu sais, il y a les silos, l'alimentation, il y a quand même un peu de job de bras à faire, mais il y a quand même encore des gars. Puis il y a des filles. Moi, ma fille, c'est pas grave pour elle monter dans le silo. Mais je ne veux pas mettre de côté non plus mes 2 autres enfants, parce que Guillaume, il a essayé 2 fois de venir sur l'entreprise, mais c'était le travail avec les animaux, la routine de traite, il n'aimait pas ça, mais c'est un opérateur de machine extraordinaire. Il y a une érablière de 5000 entailles lui aussi. Puis il reste à l'autre bout du rang, on se parle à tous les jours, il vient bûcher avec moi la fin de semaine, ça fait qu'il est quand même dans le domaine agricole, puis ma fille, celle qui suit, est médecin vétérinaire, fait qu'elle a travaillé avec les animaux, elle a même été vétérinaire chez nous, là elle a des petits animaux à cause de la famille, avec les enfants c'est plus facile. Fait que les 4, dans la région de... elle reste à Sainte-Croix. Quand elle a un problème, elle appelle papa. Puis... Fait qu'il y en a au moins 3 qui gravitent dans l'agricole, 4 avec... Mais je reviens. Fait que là, c'est là que vous avez eu un élément de déclencheur. Vous dites, j'ai eu un silence. Il venait de me faire réaliser quelque chose. Oui. Puis là, c'est à partir de même. Oui, je suis vraiment content de cette demi-journée-là. Ouais. Là, j'ai été profitable. Oui, j'ai vraiment réfléchi. Puis là, j'ai dit, je vais mettre en avant-plan les intérêts de ma relève avant les miens. Parce que moi, honnêtement, je pense que je suis beaucoup plus développeur qu'eux autres. Moi, j'aurais continué à forcer pour acheter des voisins, puis acheter des terres, puis continuer. Mais eux autres, ils ont plus... on va faire mieux ce qu'on a, on va faire mieux on va prendre plus de temps avec les enfants, la famille... c'est pas parce qu'on manque d'ouvrage. Ils travaillent, ils font 80 heures par semaine, je pense. Mais, tu sais, on pourrait embaucher plus de main-d'œuvre. Tu sais, mais peut-être que ça va venir. Là. Je les laisse aller. Moi, j'ai dit... OK. Fait que, puis là, vous avez
commencer à faire des conférences. Les conférences, c'est-tu juste un sujet principal? J'utilise plus le mot témoignage. Témoignage. Parce que je pars de mes études à l'apocatière à aller jusqu'à aujourd'hui. Puis j'interpelle beaucoup le monde au niveau du transfert, l'approche que j'ai eue avec mes filles, la communication qu'on a dans la famille, l'aspect financier. Je projette sur écran mes résultats financiers. Puis je démontre que de transférer une entreprise rentable, efficace et rentable, c'est faisable, c'est facile, même si elle est endettée, parce qu'on est quand même endetté. Ouais, il y a quand même des revenus aussi. Mais on a un contrôle sur notre endettement. Puis les gens nous posent la question, là, on l'a pas encore, le gros bâtiment, nous autres, avec les robots puis le carrousel, mais il est dans les projets. Puis c'est sûr qu'on va le faire. Mais c'est un gros investissement. Exact. Mais c'est-tu vrai ou... parce qu'on entend souvent dire, bon, un transfert à la famille, c'est pas évident, ça serait plus facile de vendre à un étranger. J'imagine que c'est de la façon qu'on le monte, c'est de la façon qu'on monte le projet. C'est une question de planification, parce que moi, d'avoir intégré les filles graduellement dans l'entreprise, ça nous a permis d'aller chercher une exonération de gains en capital qu'on a cristallisé dans l'entreprise. Fait que ça, c'est de l'argent qu'on va aller chercher sans impôt. Puis c'est un transfert qu'on peut faire progressif. On peut vivre dans les maisons de la ferme. On peut bénéficier du pick-up de la ferme. Il y a plein d'avantages collatéraux qui sont liés au transfert. Que si tu te dis... c'est un mode. Tantôt, on disait mode de vie. Exactement. Puis c'est là, puis c'est légal. Mais il faut que tu t'entendes dans ta famille. Oui. Tu sais, si la chicane est pognée avec la bru ou avec le gendre ou avec les enfants, tu peux pas cohabiter. Là. Mais nous autres, ça va bien. Ça va bien. Mais c'est intéressant de vous entendre, tu sais, parce que... puis le transfert, ça fait que ça commence... tu sais, je rappelle, il ne faut pas attendre. Il faut commencer tôt. Moi, j'ai commencé l'année que j'ai acheté ma ferme. J'ai commencé à planifier mon transfert. Je rappelle, mon invité, c'est M. Carl Marquis, qui est le propriétaire de la ferme Lorca. Il est impliqué socialement également dans plusieurs organisations, si on veut, dont le Concours des jeunes agriculteurs d'élite du Québec. Vous écoutez le balado Soif de culture Soleno. On fait une brève pause. On vous revient tout de suite après pour la deuxième partie de l'entrevue avec M. Carl Marquis. Vous écoutez le balado agricole Soleno. Soif de culture. Soif de culture, le balado agricole présenté par Soleno. Soif de culture. Votre animateur Richard Bossinotte reçoit les experts du milieu afin de présenter un portrait actuel du domaine au Québec. On est de retour pour la deuxième partie, en fait, du balado agricole Soleno. Je rappelle mon invité, Carl Marquis, propriétaire de la ferme Lorca, et impliqué socialement. Puis c'est là qu'on va repartir, on va en parler. Mais juste avant, la ferme Lorca, je ne sais pas si on l'avait dit au début, mais c'est les deux, en fait, c'est votre épouse et vous, là, c'est la signification, c'est ça, c'est Lorraine et Carl. Lorraine et Catherine. Lorraine et Carl. Les Carl. Puis ma fille Catherine a dit à la blague, elle a dit ça pourrait être Lorraine et Catherine. Oui, mais là, vous avez mis un K alors que Carl, vous l'écrivez avec un C. Avec un C, oui. Avec un C. Là, on part ça, famille agricole de l'année au Québec, mais vous avez eu d'autres prix également, Carl Marquis, là, la famille, la ferme. Ouais. Ben, on a eu beaucoup de reconnaissance locale, régionale. Au niveau national, on avait la participation à l'Ordre national du mérite agricole, qui est en fait 3 étapes à toutes les 5 ans. Là. On n'a pas le choix de commencer par l'étape du bronze. On est arrivé 2e sur 74 entreprises. Fait qu'à ce moment-là, à 2 points du premier. Juste pour dire, au début, vous avez dit que la première fois, vous ne pouvez pas avoir l'or. Impossible. C'est voulu, c'est clair. Il y a une structure organisationnelle où il faut que tu franchisses l'étape de la catégorie bronze. Fait que tu peux être premier de la catégorie bronze. OK. Mais il faut que tu aies un minimum de points pour accéder à la deuxième étape, qui est l'argent, 5 ans plus tard. Ou 7 ans plus tard. Là, on va revenir aux jeunes agriculteurs d'élite, mais quand on arrive dans les concours de même, c'est pas juste que le mur de la ferme est bien peinturé. Non. C'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble. Puis, tout dépendant des concours, là, il y a quoi? Le côté administratif, il y a combien de points là-dedans? C'est-tu 20% du concours? C'est-tu 25% du concours? C'est minimum 20-25%. Puis il y a même des concours où c'est plus que ça. C'est plus que ça. Ouais. Des techniques, la pratique financière, les résultats financiers, la capacité d'analyse. Je vous dirais que l'esthétique des bâtiments, autrefois, on associait le concours national du mérite agricole à ça, beaucoup, là.
Mais il y avait beaucoup de petits coups de pinceau qui se donnaient la semaine avant que les juges passent, mais c'est beaucoup moins important. C'est beaucoup moins important. Ah oui, c'est moins... Mais l'aspect financier, parce que ça me rouvre une porte. On y va à mesure, mais tu sais, aujourd'hui, les gens, ils ont une formation, mais de plus en plus, on en voit aussi qui ont des formations universitaires, parce que ça demande énormément de gestion de l'agriculture. Un entrepreneur, en fait, là, je dis un entrepreneur, mais c'est un peu ça, vous êtes des entrepreneurs agricoles, mais ça vous demande de connaître de la machinerie, de connaître des champs, de connaître des cultures, mais aussi tout ce qui est le côté administratif. Ou ce qui est bien important, c'est qu'il faut savoir s'entourer. On ne peut pas tout savoir au niveau de la gestion, administration. Comme moi, dans le processus, j'ai toujours fait affaire avec un conseiller en gestion depuis 1984. Ah. C'est ça, j'ai changé de conseiller parce qu'il y a eu des retraites. Puis, mais ils connaissent notre entreprise. Puis à toutes les fois qu'on a une question au niveau d'un investissement, une planification à faire, on s'assoit, on a des outils, on a des chiffres, puis on prend la décision en fonction du résultat. Quand il était le temps de faire le transfert d'entreprise ou de commencer le transfert, on a fait affaire avec un fiscaliste, on a monté un plan fiscal pour pas être pris par surprise, puis ça se fait très bien. Fait que dans le fond, là, les gens qui nous écoutent, si vous pensez que ça coûte de l'argent, c'est sûr que ça coûte de l'argent, mais ça va rapporter de l'argent. Ça rapporte beaucoup d'argent. Ça, c'est ça qu'il faut retenir. Je reviens, vous avez gagné des prix, des reconnaissances, vous dites locales, mais vous en avez d'autres aussi au niveau provincial. Oui, bien, l'Ordre national du mérite agricole. Il y a eu la première position dans la catégorie argent, puis en 2017, notre participation à la catégorie or, on est arrivé deuxième. Puis tantôt, en début de balado, vous m'avez parlé aussi à une certaine époque, vous étiez dans la génétique. Fait que, à quelque part aussi, là, vous aviez quand même une reconnaissance du monde des gens qui sont dans la génétique puis tout ça. Ah oui, une reconnaissance presque internationale parce qu'on a vendu des animaux, des embryons dans plusieurs pays dans le monde. Puis... Moi, je veux parler parce que le concours Jeune agriculteur d'élite on dit du Canada, je disais un peu à la blague tantôt, quand on va assister au mois d'août au concours, parce que c'est la finale qui est pour le Québec, évidemment. Il y a toujours 3 ou 4 producteurs, productrices qui vont se présenter. Bon, il y a tout le monde qui vient parler en avant, mais l'an dernier, on attend Carl Marquis. On a l'impression que Carl est là depuis les tout débuts. Non, mais c'est vrai, il nous manque que Carl. Là, quand Carl va arriver, là, on va connaître les gagnants, puis tout ça. C'est un peu ça. Moi, je veux comprendre comment c'est arrivé un peu. En fait, vous avez participé au concours. À partir de là, comment c'est la suite? J'ai participé pour la première fois au concours en 1996. OK. Puis j'avais été retenu finaliste, mais je n'avais pas gagné. Mais c'est un concours qui m'avait impressionné. Puis je regardais un peu le profil puis la mission de ce concours-là. C'est un concours national. Je m'étais dit, je vais cheminer, puis je vais me représenter. Puis je me suis représenté en 2003. Puis on a gagné au niveau du Québec. Au niveau du Québec. Au niveau du Québec. OK. Pas au Canada, mais au niveau du Québec. Il y en a quand même quelques-uns qui ont gagné au niveau du Québec. Tu veux dire, qui ont gagné le national? Oui. Puis on dirait que les dernières années, on a encore d'un peu mieux notre concours provincial, puis on a une très belle représentation au niveau du Canada. Là, vous, au Québec, Carl Marquis, le concours Jeune agriculteur d'élite du Canada, vous êtes quoi? Vous êtes le président de ce groupe-là? C'est quoi votre implication au jeu? J'ai été président de l'organisation depuis 2003 que j'étais impliqué. Okay, ouais. J'ai été président pendant 3 ans du concours provincial, je vous dirais, autour des années 2015-2018. J'ai accédé sur le conseil d'administration du concours national pendant 8 ans. Okay. J'ai été président national pendant 2 ans. Puis j'ai siégé sur le conseil après, parce qu'on peut pas, c'est un peu comme le mandat des Jardins ou le mandat d'un président des États-Unis. À un moment donné, c'est 2 mandats, puis c'est terminé. Oui, mais des fois, c'est correct. C'est très bien. C'est impliquant. J'ai voyagé beaucoup. J'ai visité toutes les provinces canadiennes à 2 ou 3 reprises pour aller aux événements régionaux de ces provinces-là. Je suis pas bilingue, mais ça m'a permis d'apprendre beaucoup à me débrouiller. Ça l'a aidé, oui. Ouais. Mais là, présentement, au Québec, vous êtes combien sur ce comité-là? Sur le comité... Pas jeune agriculteur de l'élite, y a-t-il un comité ou c'est... Oui, il y a un comité d'administration qui est formé de 5-6 personnes. Mais toutes des anciens gagnants? C'est tous des anciens gagnants parce que c'est un concours qui est géré, qui est administré, qui organise le concours, c'est juste des anciens. Il n'y a aucune subvention, on travaille avec des commanditaires, partenaires, puis des anciens gagnants bénévoles. Donc, autant dans tout le reste du Canada, il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas de subvention. Je veux dire, c'est tous des commanditaires. Il faut dire qu'au niveau du Canada, il y a Agriculture Canada. Qui met quand même de l'argent, mais on a des commanditaires majeurs comme John Deere, Bayer Crop Science, pas Soleno, mais Solio. Mais si, pour les gens qui nous écoutent, là, en fait, il faut avoir en bas de 40 ans pour se présenter, c'est ça? Le 1er janvier de l'année du concours, il faut être moins de 40 ans, il faut être 39 ans.
Puis, il faut que tes 2 tiers de tes revenus proviennent de l'entreprise agricole. Il faut que tu prennes la majorité des décisions sur l'entreprise. Puis là, il faut que tu sois efficace. Moi, je dis que c'est un concours d'équilibre. Oui, oui. Il faut que tu touches à tout au niveau de l'environnement. Puis là, c'est pas juste au niveau laitier, parce que des fois, on a vu des différentes productions qui ont gagné, puis c'est toujours impressionnant de voir ce qui se réalise. C'est impressionnant. À travers le Canada, là, moi, j'ai été renversé de voir la diversité de production agricole. Quand on arrive dans l'Ouest, là, des producteurs de lait, il n'y en a presque pas. Il y en a un peu en Colombie-Britannique, il y en a un petit peu en Alberta, mais on voit beaucoup plus de grandes cultures. On voit des ranchers avec des chapeaux de cow-boy. On voit des troupeaux, on est ailleurs. Des feedlots de 25-30 000 bœufs. On voit des productions de fines herbes. On voit des productions de buffalo, là, de bisons, des patates des maritimes. Moi, je me souviens, maritime, il y avait eu des finalistes ou un gagnant. Là. Mais en fait, puis ça vous permet de voyager un peu. Les gens, en fait, les personnes, après ça, vous devenez des ambassadeurs. Ça vous a permis de faire le tour un peu du Canada, connaître le Canada, de voir les différentes cultures à grandeur. Tu découvres des amis, tu découvres du pays. J'ai une de mes filles, Justine, qui est sur l'entreprise présentement, a fait son stage en Colombie-Britannique chez un ancien gagnant sur l'île de Vancouver. C'est magique. Hein? Oui, c'est un moyen de réseautage qui est extraordinaire. Est-ce que dans l'année, vous avez quelques réunions, mais il n'y a pas vraiment de party dans l'année, là, de rencontres, on l'organise année après année? Au niveau régional, on fait chaque année un beau pique-nique d'été, là, où on fait une réunion. Puis là, on va avoir notre réunion d'hiver en janvier, on tient ça à Saint-Hyacinthe cette année. Là, il faut le rappeler, on est en début 2024, mais je sais qu'il va y avoir un changement, je pense, pour 2025. C'est ça, la date du concours va changer. À l'été 2024, ça reste pareil? Oui. Puis on revient tout de suite en janvier? En janvier 2025. OK. Parce qu'on se rend compte que c'est probablement plus facile de monopoliser les gens durant l'hiver. Là, les fermes sont plus grosses, il y en a beaucoup qui font de la culture, de faire déplacer les gens. Pour vous adapter. Oui. Puis, tu sais, nous autres, on veut que ce soit vraiment un événement festif. On a un gala. On aime ça quand les gens peuvent rester à l'hôtel, coucher le lendemain matin, repartir moins stressés. Là, on a des gens qui reprennent la route à 11h, minuit le soir, retournent le lendemain matin, ils sont dans le champ, dans la batteuse, puis... on a décidé de s'associer En fait, vous avez remplacé un certain concours également, je pense qu'il y avait le concours Cérès. Les Cérès, là. Ouais. Donc, ça va être en janvier, à la même place, puis c'est juste qu'on déplace la date. Exactement. On déplace la date. Il y a toujours, c'est-tu toujours 3 ou 4 candidats qu'il y a, ou ça dépend? Des candidats. On a des mises en candidature. On dévoile jamais le nombre de mises en candidature, mais on retient habituellement 3 ou 4 candidats finalistes pour la soirée du gala, parce qu'on ne peut pas retenir 10, ça ferait une soirée trop chargée, puis on retient les 3 ou 4 meilleurs, où il y a le comité jury qui travaille ensemble, soit en rencontre ou par team, là, puis ils font leur présélection parce qu'ils ne visitent pas les entreprises. Ça se fait à partir des documents que les finalistes présentent. Des PowerPoint ou des choses comme ça. Puis le jury, dans le fond, c'est pas juste des producteurs ou productrices agricoles. Il y a des gens de l'agriculture, mais il y a des gens de la finance. Je pense qu'il y a des gens de différentes sphères. Là, on essaie de trouver un comité jury qui représente assez bien l'industrie. On a toujours un couple d'anciens gagnants. On essaye de prendre un spécialiste en gestion, un spécialiste dans le domaine des finances. Puis, depuis quelques années, on aime introduire quelqu'un du peuple. Un journaliste, quelqu'un qui peut travailler soit en restauration, qui peut travailler dans le domaine des médias. On a eu... on avait l'an passé Marie-Josée Parent du Bulletin des agriculteurs. On a eu M. Ménard de la Terre de chez nous. La Terre de chez nous, Martin, effectivement, Martin. Que je connais bien. Je reviens aux implications, mais ça, le concours Jeune agriculteur, comme j'ai dit, on l'associe beaucoup à Carl Marquis, parce que vous venez parler en avant, puis tout ça. Puis, vous avez ça quand même facile aussi. Là, je pense que les gens l'apprécient également. Puis il y a d'autres implications que vous faites également. Tantôt, on a parlé, vous faites des... en fait, vous avez dit pas le mot conférence, mais plus des témoignages. Des témoignages. Puis il y a encore d'autres implications aussi que vous faites encore, oui? Beaucoup. Moi, je suis sur différents comités. Comme là, il y a un comité par chez nous qui s'occupe d'environnement, organise des bassins versants. Là, que je m'implique là-dessus. J'essaye de participer aux réunions du conseil municipal le plus souvent que je peux pour donner une présence agricole. J'ai travaillé un peu sur le dossier des éoliennes qu'on avait dans notre secteur l'année passée. J'ai été longtemps impliqué dans... Maire du village, j'ai jamais...
OK. J'aime pas beaucoup le côté politique. OK. Je suis plus, je dirais, un défenseur de... Je suis pas un défenseur, je suis un créateur de rassemblement. J'aime mieux le côté festif. Ouais. Le côté politique, il y a toujours un peu un challenge là-dedans qui est... OK. Je vis mal, je dormirai pas le soir en OK. politique. Fait que vous êtes plus un rassembleur. Exactement. Puis on va faire avancer des choses à notre façon. Tantôt, vous avez parlé, en fait, il y a beaucoup d'affaires. Tu sais, je veux pas qu'on oublie, là, il y a les robots éventuellement, mais on va aller du côté environnement. Je pense que c'est pour les prochaines années, pour les producteurs agricoles, productrices agricoles, l'environnement, ben, en fait, vous l'êtes déjà conscient, c'est même pas un problème, vous avez tellement de normes à respecter, mais je pense qu'il y a un step encore qui s'en vient, on peut le dire de même, mais là, on parle beaucoup de carbone, on parle beaucoup de... Vous suivez ça de près, vous suivez ça... Ben, je peux dire, on suit ça de près. On en entend parler, ça fait peut-être 1 an ou 2 maximum. Tout est nouveau pour nous autres. On est ouvert, oui, à s'adapter. On a l'objectif zéro émission, de neutralité. De la carbone. En 2035, je pense, en tout cas. Je vous dirais, tout est nouveau. On n'a pas le choix. Puis la jeune génération, ils n'ont pas le choix de s'ouvrir les yeux là-dessus parce que le peuple focus sur nous autres. Là. Ouais. Puis, je ne sais pas si vous suivez un peu ce qui se passe en Europe, c'est ainsi, avec l'Allemagne, la Suisse, la Suède, la Pologne, la France. C'est la révolte agricole, là, avec les nouvelles politiques, la politique agricole européenne. Puis, assez souvent, ce qui se passe là-bas... Ça en vient ici quelques années après. Exactement. Puis, il ne faut pas que ça arrive comme ça. Il faut essayer de prévenir les coups. Il faut essayer, je pense, de collaborer. Moi, j'ai toujours démontré une grande ouverture. J'ai fait partie de projets... de brandes riveraines, puis d'implantation de riveraines. En fait, vous êtes partant pour la nouveauté. Vous êtes partant, tu sais, il y a toujours une logique aussi. Exactement. Moi, des fois, s'il n'y a pas un aide aussi pour le producteur, c'est assez facile à calculer. On l'a dit tantôt, c'est des mathématiques. Ça se peut pas. S'il y a un aide, on va embarquer, mais s'il n'y en a pas, c'est ça. Faut pas tout seul. Là. J'aime ton mot logique. Il faut que ce soit logique. J'ai de la misère à implanter des cultures qui n'ont pas de sens. Là. On est tous pour l'environnement. On est tous pour, mais il y a une logique au bout. Exactement. Ou amenez-nous des alternatives. Parce qu'à la fin de la chaîne, c'est le consommateur. C'est toujours lui qui va décider. C'est au bout. Tu es au bout de la chaîne, comme on dit. Là, tu es au bout. Puis là, c'est lui qui décide. Ben là, ouais, c'est cher, c'est pas cher. Ouais, mais là, il est environnemental. Ouais, OK, mais... Non, mais tu sais, il faut... Puis il y a une réalité auquel on n'était pas confronté dans le futur, c'est les réseaux sociaux. Là, aujourd'hui, les gens, avec les réseaux sociaux, ils se partent toutes sortes de... Beaucoup de justice qui se fait des fois que sans savoir. Puis de désinformation. Exactement. Puis là, on pollue parce qu'on applique du Roundup. Ben oui, c'est bon, mais si on n'applique pas, c'est quoi? On va avoir des conséquences. Amenez-nous des alternatives, mais... C'est ça. Tu sais, moi, je déplore souvent le fait que j'ai étudié, j'ai fait l'école d'agriculture, je me suis toujours remis à jour en suivant des cours l'hiver. Hein. Ouais. Fait que pourquoi que vous jugez les pratiques que je fais? Je fais toujours de mon mieux. Est-ce que, là, c'est touché un peu, mais en fait, parce que je sais, tantôt, vous m'avez dit que je ne vais pas faire de politique. Moi, personnellement, si on regarde, je trouve qu'on a peut-être de moins en moins d'émissions d'agriculture. Oui. Puis là, tu dis où je vais prendre la vraie réponse, où je vais prendre la logique. On a-tu assez d'informations au niveau de l'agriculture? Tu sais, à part, il y a une émission qui était à la télé, qui est là depuis de nombreuses années, mais à part ça, il reste quoi comme émission? Que le monsieur et madame, tout le monde peut se faire une opinion. Parce que ça va vite des fois. Non, mais t'as peu. C'est pas. On en a une coupe. Tu sais, je compare encore avec ce qui se fait en Europe. Là. On a Arrive en campagne, on a L'amour est dans le pré. Tu sais, c'est des années. Puis il se passe des messages là-dedans qui sont quand même positifs. Je trouve que c'est quand même bien. Il y a comme les concours, j'ai vu ce qui a été diffusé la semaine passée sur la famille agricole de l'année. Ça a passé à RDI Canada, ça a passé à travers le Canada. Ils ont quand même donné une belle image de notre famille. Regardez ce que vous faites, M. Bossina. Je trouve que c'est positif. Puis ça, ça se fait pas en Europe. En Europe, c'est mal vu, ça. Ah oui, c'est mal vu, parce que tu n'as pas le droit de faire je peux pas dire que tu n'as pas le droit, il n'y a pas de loi qui encadre ça. Les autres, ils voient ça comme de la propagande ou quoi, non? Favoritisme au niveau des producteurs? Ouais, tu peux pas parler de ce que tu fais de bien là-bas, là. Comme producteur. Je fais partie du comité à Kinac, là, on a des conférences là, au mois de mars. Là, puis je fais venir un ami, un de mes anciens collègues de partenariat génétique de Suisse, qui va venir nous expliquer qu'est-ce qui se passe en Suisse au niveau de l'agriculture. Puis chez nous, je pourrais jamais dire ça. Ah non? Puis je me ferais lancer des tomates. Là.
C'est quand même Par particulier. par ses confrères agriculteurs. Fait que, tandis que nous autres, ben, c'est quand même valorisé. On est quand même pas si pire. OK. On est pas si pire. OK. Je veux juste... là, je veux revenir. Tantôt, on a parlé... Bon, vous dites, j'ai pas encore les robots et tout ça, mais c'est dans les projets. Ouais. Alors ça, c'est-tu la prochaine priorité? C'est la prochaine robot, automatisation? Ben, je dirais que c'est moyen terme, parce qu'on a une structure financière. En 2018, on a acheté le voisin, on a établi les deux filles, sont quand rentrées même dans récent, l'entreprise. là. Oui, c'est récent. Ah, ouais. Il y a des dettes qui sont venues avec ça, sur du fonds de terre. Du fonds de terre, c'est un actif qui est quand même important, mais l'amortissement, je dirais, pour le payer, c'est plus long que la période d'amortissement. Puis, selon la structure financière qu'on a, là, présentement, on dégage un très bon solde résiduel. On est capable d'autofinancer des investissements, on est capable de faire des petits voyages, des vacances, renouveler des équipements sans emprunter. Tout ça serait impossible si on ferait le move de la construction du nouveau bâtiment. OK. Parce qu'on sait très bien qu'avec faut acheter du quota. Puis le quota, on l'achète tranquillement. On ne peut pas acheter un achat massif de quota. Fait que l'augmentation de revenus par la vente de lait ne serait pas là les premières années. Fait que à 60 ans, si je fais le move là, ça irait autour de 70, 72 ans où je pourrais avoir un petit peu de liquidité pour avoir une qualité de vie. Moi, j'aime la pêche, j'aime la chasse. C'est toutes des choses que là, je me permets, puis j'ai même pas besoin de regarder dans le compte. Si on est capable de le faire. On est capable de le faire. On est capable de le faire. Mais la bâtisse, on l'a fait le projet, ça coûterait environ 7 millions. C'est pas rien. Là. Non, c'est pas rien. Que le taux d'intérêt actuellement, exactement. C'est quand même de l'investissement. Puis là, vous avez la chance encore d'avoir de la main-d'œuvre, puis ça fonctionne. Là. Ça fonctionne. On travaille peut-être un peu plus. Je te dirais que c'est pas parfait au niveau des installations. Mais vite comme ça, là, le gain serait où? Le gain serait... au niveau d'efficacité du travail. Efficacité du travail, puis j'allais dire pas travail-famille, mais en fait, on serait plus relax un peu, façon de parler? Probablement. Okay. Puis je peux même pas dire si ça serait des robots ou si ça serait une salle de traite. Ça, c'est ma relève qui va choisir. Ce qu'on appelle un carrousel. Moi, je serais plus carrousel. Oui. Parce que j'aime bien quand c'est fini. J'aime quand ça commence, quand ça finit. Avec un robot, c'est jamais fini. C'est jamais fini. Ça voyage tout le temps. Oui, c'est vrai. Mais tu sais, je porte pas de jugement parce que j'ai des amis qui ont des robots, ça va très, très bien. Les deux. Il y en a qui ont les deux, puis effectivement. Tout va très bien. OK. Je rappelle mon invité, Carl Marquis, propriétaire de la ferme Lorca, et impliqué socialement, évidemment, dans plusieurs activités au Québec, si on veut. Je vais juste faire une pause très rapide et je vous reviens tout de suite à Soif de culture au balado agricole Soleno. Vous écoutez le balado agricole Soleno. Soif de culture. Soif de culture. Le balado des professionnels du domaine agricole présenté par Soleno. Soif de culture. Animé par Richard Bossinotte. Animé par Richard Bossinotte. On est de retour pour la dernière partie du balado agricole Soif de culture Soleno. Je rappelle mon invité, Carl Marquis, propriétaire de la ferme Lorca, et puis très impliqué également. Dans la dernière partie, Carl Marquis, j'aimerais avec vous, je vais emmener certains points. On l'a dit tantôt, là, vous tirez quoi, peut-être 200? On tire-tu 200 vaches? 160 vaches. 160 vaches. Il y en a depuis quelques années, c'est pas une mode, parce que c'est prouvé, c'est des mathématiques encore. Ils font 3 traites par jour. Les vaches ne vont plus nécessairement à l'extérieur, soit qu'ils sont en stabilisation libre, qu'on appelle, c'est tout ça, ou en fait, il y a des robots, puis c'est ça, on tire... c'est pas lié à stabulation. Tu peux être en stabulation attachée. Nous autres, on est en stabulation entravée. Puis les vaches, en période de tarissement, ils ont accès à une étape spéciale pour eux autres, en stabulation libre, où ils sont sur un bed pack. Il y a 2 mois de vacances, en fait. Mais durant la lactation, ils sont dans une stabulation entravée où on a maximisé le confort. On a des stalles très larges sur des matelas de caoutchouc, une épaisse quantité de litière, une chaîne de 36 pouces avec des abreuvoirs à haut débit puis une super ventilation d'été. Fait que, au choix, la vache, là, je suis convaincu qu'elle est beaucoup mieux dans l'étable que dehors au soleil à se faire manger par les mouches. Par les mouches, c'est ça, parce que maintenant, avec la ventilation et tout ça. Mais vous, là, vous n'êtes pas à 3 traites. Il y en a beaucoup qui sont à 3 traites. D'abord, la première question, évidemment, il doit y avoir c'est sûr qu'il y a de la rentabilité, mais ma complémentaire dans ma question, quand on a fait 3 traites, on peut-tu revenir à 2 après? Oui, on peut revenir à 2. Moi, les 3 traites, je les associe à ta disponibilité de main-d'œuvre. Okay. Si tu as de la main-d'œuvre, c'est vraiment rentable de faire 3 traites. On dit 15 à 20 de gain de productivité. Si tu es capable
d'accompagner les facteurs environnementaux à la troisième traite. Là. Ça veut dire qu'il faut que tu ajustes l'alimentation, il faut que le confort soit optimal pour justifier vraiment que ta moyenne de troupeau va augmenter de 10 à 15 à 20 %. Mais le 15 à 20 mettons 15, là, on va mettre un chiffre conservateur. Est-ce qu'au niveau adaptation, est-ce que ça prend plus de moulées? Oui. Hein? La vache a produit mais ça se calcule, c'est mathématique. La vache fait plus de lait. Tu peux pas obtenir sans donner. Là. Tu peux pas avoir l'argent du beurre sans le beurre. Fait que 3 traites par jour, c'est parce que c'est juste qu'avant, on était moins informés, on était moins au courant. Les niveaux de production n'étaient pas là. C'est ça. Je te dirais que nous autres, là, nos vaches du premier groupe, ils font en moyenne 45-50 litres de lait par jour. Ça veut dire qu'ils ont 20-25 litres de lait dans le pis à l'heure de la traite, aux 12 heures. On ne peut pas se permettre de retarder la traite de 2 heures, là, parce que les vaches sont vraiment inconfortables avec le pis bien rempli. À 3 traites, on dégage quand même les pis. Puis, mais c'est du monde. Ça prend du monde. Il faut que tu aies une traite qui est très tôt le matin, tu as une traite en début d'après-midi, puis tu as une traite en fin de soirée. Fait que de concilier travail-famille, tu peux pas si le même fait les 3 traites. Ouais. Mais en fait, ça pourrait être quelque chose, Carl Marquis, d'envisageable si un jour vous dites on va faire le projet qu'on a préparé, c'est-à-dire un nouveau bâtiment avec soit des robots, soit avec un carrousel de traite, c'est comme ça qu'on appelle ça. Ouais. Fait que là, ça pourrait être dire, dans l'agrandissement, on n'a comme pas le choix, il faut aller là si on veut continuer d'avancer ou de progresser. On pourrait pratiquement faire la troisième traite avec le même staff de main-d'œuvre qu'on a actuellement, mais là, on ne peut pas se permettre parce qu'on traite dans 2 bâtiments. Mais quand on regarde aller ça, puis tu sais, ça se spécialise de plus en plus. Tu sais, tantôt, vous l'avez touché un petit peu. Il y a des fois, on disait à l'époque, il y avait des grosses familles. J'avais des frères, lui, il aimait mieux la machinerie, puis d'autres aiment mieux les animaux, puis d'autres, c'est la terre. Fait que c'est un peu là également qu'on s'en va. À force de grossir, il y a des gens qui vont être spécialisés pour la traite, le soin des animaux, puis d'autres, les champs, puis tout ça. Exactement. Moi, je suis... c'est déjà là un peu. J'ai la chance d'avoir des amis qui ont parmi les fermes les plus grosses puis les plus performantes du Québec puis du Canada. Ouais. Puis ce que j'admire de leurs entreprises, c'est leur structure organisationnelle au niveau justement de la main-d'œuvre. Ils ont un gars qui est dans le garage le matin, ce gars-là ne s'occupe pas du vétérinaire. Lui, il rentre dans le garage, puis il fait sa job de garage. Puis t'en as un autre qui s'occupe de l'alimentation. Il alimente les vaches pendant 8 heures par jour. Puis il y en a qui font la traite, sont spécialisés dans la traite. C'est là que ça s'en va parce que ça grossit. C'est inévitable. On ne peut pas trop rester stable. On le voit, vous, dans votre cas, depuis 83, comment ça a progressé. Puis vous êtes un petit peu, j'allais dire, condamné à continuer également. Ah oui. Puis là, c'est votre nouvelle génération, la relève qui va prendre des décisions. Évidemment, vous allez être là pour les guider, mais c'est un gros step à faire. Hein. C'est un step important, c'est un step qui est au financier. Oui, puis c'est un step qui est inévitable. On le voit dans tous les secteurs d'entreprise, c'est pas juste l'agriculture. Ceux qui s'entêtent à croire qu'ils vont toujours rester petits, puis ça va toujours bien aller. Et là, ça va bien parce qu'ils n'ont pas de dette, mais éventuellement, s'ils veulent transférer ces entreprises-là, ils vont avoir à s'endetter, puis ils vont avoir à s'adapter. Je regarde juste la machinerie, comment elle a grossi. La petite machinerie, tu te dis, va-tu n'exister encore bateau? Non, mais c'est ça pareil, tu sais, quand on regarde ça. On a parlé brièvement, vous avez dit tantôt, les terres chez vous sont pas mal tous drainées, même celles que vous avez achetées, mais vous avez continué. Parce qu'il y a la rentabilité, évidemment, le rendement pour les animaux, les vaches, ça c'est important évidemment, mais il y a aussi les terres, il faut que ça produise, il faut qu'on sorte du rendement, c'est le nerf de la guerre aussi. Là. Oui, puis moi je suis convaincu qu'avec la surface qu'on a, sans acheter de terres supplémentaires, on pourra pratiquement multiplier les revenus culture, je dirais pas par 2, mais peut-être par 1,5, juste en étant meilleur avec ce qu'on a, au niveau de encore un petit peu plus de nivelage, du chaulage, on travaille avec géopositionnement pour les analyses de sol, des applications à taux variable, capteurs de rendement sur les machines comme la batteuse, tous des outils technologiques qui sont à notre portée, puis qu'on n'utilise pas toujours parce qu'on se dit,
Tu sais, les terres, quand il... C'est-tu quelque chose dans Karl Marquis, j'allais dire, technologique, qui vous fait peur? Non, vous vous adaptez? Vous êtes pas... Non, ben, en fait, vous êtes pas réfractaire à ça. Absolument pas. Sauf que je suis pas de la bonne génération. Moi, je suis de la génération qu'on a appris à compter avec un crayon. Puis on a vu apparaître pas les génératrices, mais les calculatrices. Mais nos jeunes, eux autres, ils embarquent dans le tracteur, puis ils pitonnent. Moi, ils me mélangent tout mon écran. Puis quand j'embarque, je suis même pas capable de partir mon tracteur. Puis eux autres, c'est facile, là. Ouais. Mais c'est parce que maintenant, tu as les tracteurs qui se conduisent tout seuls. Pendant ce temps-là, on peut faire d'autres choses. Exactement. Hein? On peut gérer d'autres choses. C'est incontournable. Si on est réfractaire à ça, là, on est mieux d'arrêter. Mais là, actuellement, vous dites, mes sols sont bien drainés, il y a peut-être encore un peu de nivelage qu'on peut faire. Puis c'est où, après ça, que c'est tout le temps de faire des études, des analyses régulières, les rotations? Les rotations, peut-être des nouvelles cultures. J'ai commencé depuis une couple d'années à faire des incorporations d'engrais verts à l'automne, meilleure gestion des fumiers. Il y a plein de nouvelles techniques qui nous sont apportées qui peuvent être intéressantes. Puis ça, ces techniques-là, vous les recevez quoi par les gens de votre coop, par vos conseillers laitiers, vos conseillers... Les salons, les journées d'information, les programmes. Tu sais, les premières fois que j'ai implanté des engrais verts, moi, c'est par les programmes Prime Vert. Là. OK, oui. C'est des tests qu'on a faits. Puis moi, j'ai trouvé ça très concluant. Fait que vous êtes un partant quand il arrive quelque chose de nouveau. On est prêt. On est prêt à essayer. Si c'est logique. Si c'est logique, c'est ça. Ouais. Compaction, les terres ne sont pas trop compactées? Non, j'ai la chance. Parce qu'on entend parler de ça. Oui, puis on fait très attention. Les sols humides, on essaye de ne pas y aller. Le printemps, essayer le moins possible de mettre des fumiers sur les sols qui sont à nu. On laisse le moins possible de sols à nu d'hiver, justement avec les engrais verts. Je travaille beaucoup en travail minimum avec une déchaumeuse. Ça doit faire 30 ans que je n'ai pas labouré chez nous pour pas justement favoriser la compaction. Je travaille beaucoup avec les vers de terre. Moi, c'est mes alliés. Là, un sol que je jouais plein de cabanes de verre dans mes champs de maïs. Je trouve que c'est un sol en santé. J'ai jamais pratiqué l'agriculture biologique. J'ai plusieurs voisins qui sont en bio et qui réussissent bien. Moi, je prône plus l'agriculture logique. Conventionnelle, mais raisonnée. Parce que là, en fait, ce qui compacte les terres, c'est souvent la machinerie. C'est les passages. Dans des mauvaises conditions. C'est ça. En fait, on va rentrer quand c'est pas le temps. Exactement. C'est un peu ça. Des fois, en 2023, je vous dirais qu'en 40 ans, j'ai entré dans mes champs quand c'était pas le temps. Puis on n'avait pas le choix, il mouillait 5 jours par semaine. C'était comme ça? C'était comme ça. En fait, là, vous m'emmenez au prochain point. En fait, on dit changement climatique. Je sais que 2023, ça n'a pas été facile pour des producteurs. On va commencer par 2023 dans votre cas. Ça n'a pas été facile, beaucoup de pluie. Parce qu'on dirait que c'est ciblé maintenant. Il y a des régions plus que d'autres. C'est incroyable. Ça a été vraiment difficile parce que je pense qu'à part les semis qui se sont passés dans des bonnes conditions, tout le reste de l'été, c'était jamais des bonnes conditions. Il fallait presque faucher à la pluie pour être capable de récolter avant qu'il repleuve. Puis les machines étaient trop lourdes pour la portance des sols. Le maïs, il voulait mourir parce qu'il était submergé. C'était les récoltes de céréales. Moi, j'avais du blé. C'était plein de toxines. Le soya voulait pourrir dans le champ tellement le dessous était... Mais ça, je ne sais pas si c'est un avant-goût des changements climatiques. Moi, j'ose pas le croire parce que je trouve qu'il y a eu... 2022 était tellement magnifique. On a eu une belle été. Bon, il y a des changements, hein, mais en même temps, c'est parce qu'il y a des fois, on ne se rappelle pas, il faut aller chercher des vieux extraits de journaux pour dire en 64, il y a eu ça. Exact. En 72, il y a eu ça. Mais tu sais, on est conscient qu'il y a des affaires qui changent. Mais en même temps... Moi, c'est pour ça que j'ai démarré dans une période difficile. Puis je dis tout le temps que les périodes difficiles créent des gens forts. Puis les périodes faciles créent des gens faibles. Puis moi, j'ai grandi dans une période difficile. Fait que j'aime toujours avoir un peu de cash flow dans le tirelire au cas qu'il y ait eu une mauvaise année. Tu sais, l'année passée, c'est une mauvaise année. Mm-hmm. Puis on s'en sort. On est capable de passer. On passe au travers. On est capable de passer au travers. Parce que, veux pas, ça va changer. Il y a des projets. On parle beaucoup de l'eau, tu sais, de l'eau, le traitement de l'eau, de garder l'eau dans le sol. Tu sais, maintenant, il y a des nouvelles façons. Comme chez vous, l'eau, parce que c'est important quand on a, exemple, au-dessus de 250 têtes, ça prend de l'eau tous les jours. Là, ça prend des bons puits. C'est parce que là, vous n'êtes pas dans un réseau d'aqueduc. Non. Puis je me souviens, en 1983, quand on a commencé, on avait un petit puits de surface à côté de l'étable qui avait 16 pieds de creux.
Puis ils fournissaient 2 maisons puis l'étable. Mais aujourd'hui, on a 3 puits artésiens de 300 pieds. Puis on manque pas d'eau, mais on a 3 puits. On gère des pompes, puis on gère... L'eau est bonne. Je veux dire, il n'y a pas besoin de la traiter tant que ça. Oui, c'est de l'eau dure, on traite, là, puis... Mais c'est une ressource qui n'est pas inépuisable, puis il faut y faire attention. Carl Marquis, si on prend pour les défis là, pour les prochaines années, on a parlé tantôt, vous avez un beau projet, c'est quand même un projet de 7-8 millions, peut-être 10 au moment où on va le faire, hein, parce qu'il n'y a rien qui baisse, c'est rare. Mais à part ça, là, ça c'est au niveau bâtisse, au niveau pour le bien-être, en fait, bien-être animal, j'allais dire aussi, conditions de travail, on va dire ça de même. Mais qu'est-ce qu'il serait comme autre projet? On est-il encore acheteur de terre? En reste-tu à vendre dans le secteur où vous êtes? On est-tu toujours ouvert? Oui, je suis toujours ouvert. Il n'y a pas beaucoup de terre à vendre dans le secteur. Puis c'est rendu que ça se calcule, là, parce que les prix où se transigent les terres, on a un peu de spéculation. On a des gens plus de la région de Montréal qui achètent des terres dans notre coin pour faire des effets leviers pour leurs terres. Éventuellement, la valeur va monter, ils vont les revendre. Puis moi, je veux pas trop embarquer dans ce jeu-là. J'ai tellement beaucoup à faire sur l'amélioration de ce que j'ai. Puis... Vous avez du rendement à aller chercher encore. Oui, ça, je comprends. Mais je dis pas que j'achèterais pas un voisin s'il me l'offre, s'il est abordable. Mais il faut garder en tête que si on a un projet sur un bâtiment, éventuellement, de 7-8 millions, puis on claque un 7, 5, 6 millions sur un voisin, ben ça va peut-être repousser le projet de l'étable, ou en tout cas... ça se fera pas sans analyse. Puis je laisse la place à mes jeunes. Parce qu'il y a dans la Binière versus Saint-Hyacinthe, j'imagine qu'il y a quand même... Il y a 2 mondes au niveau des prix des terres. Hein? On se rapproche. Il s'est transigé des terres à 15 000 $ l'acre dans notre coin. Quand même. Puis le délai de récupération, avec la marge à l'hectare que je dégage chez nous, c'est au-delà de 40 ans. Fait que moi, je pense que ça se justifie plus, là. OK. Carl Marquis, un jeune qui veut... on est pas mal dans les dernières minutes là, de notre balado, mais un jeune qui veut se lancer en agriculture, en fait, c'est encore si je parle à des producteurs, on va me dire que c'est le plus beau métier du monde, même si c'est ce jour. Non, mais on va encourager ces jeunes-là à le faire. Oui, il faut être vraiment convaincu que c'est le plus beau métier du monde, puis faut que tu sois épaulé, faut qu'il y ait... je vous dirais que c'est pas... un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe, puis c'est un travail de famille. Tu sais, tu peux pas embarquer là-dedans si ta conjointe, ton conjoint n'est pas embarqué à 100%. Puis c'est un mode de vie, on l'a dit. C'est un mode de vie, mais c'est 7 jours sur 7, il faut se le dire. Mais quand on regarde toute l'évolution que vous avez faite depuis 1983, puis, il y a eu des honneurs avec ça, parce qu'à un moment donné, le travail, on dit un peu à la blague, mais tout travail mérite un salaire, mérite à quelque part, on ne fait pas nécessairement ça pour la reconnaissance, mais c'est toujours agréable quand ça passe. Par exemple, on le prend, on ne le refusera pas. Ouais. C'est une méchante belle claque dans le dos, là, une tape dans le dos, comme on dit souvent. Là. Oui, puis de voir, moi, que ça va continuer, c'est ça ma plus belle récompense. Puis là, je dis souvent que je passe les plus belles années de ma vie grâce à ma relève. C'est eux autres qui me permettent de m'épanouir, parce que, tu sais, ce matin, j'étais allé à l'étable, j'ai vu mes filles travailler, je suis parti, j'ai vu mes petits-enfants partir à l'école. Ben oui. Puis c'est quelque chose, là, j'ai 2-3 commissions à faire aujourd'hui avec aller au garage pour des morceaux de tracteur, puis je m'en retourne travailler dans le bois après-midi. Fait que je dis tout le temps que j'ai gagné ma vie, puis je gagne ma vie à faire ce que le monde rêve de faire la fin de semaine. Ben oui, c'est vrai. C'est vrai, mais vous le faites. Je veux finir. Tantôt, on a parlé un peu d'érablière. Vous avez 5 000 en tâche. C'est-tu quelque chose, mettons, que vous voulez. Mettons qu'il y en aurait un à vendre, là, encore un 2-3 000 en tâche. C'est-tu quelque chose qui. C'est-tu. Je te dis pas que non, que j'analyserai pas, là, mais. Je comprends qu'on vieillit tous, puis à un moment donné, on ne veut pas avoir tant d'ouvrages, mais aujourd'hui, l'érablière aussi, on peut automatiser ça. C'est impressionnant ce que c'est rendu, les érablières. Oui, puis je veux pas non plus que ça devienne une érablière commerciale. Moi, j'aime ça que le monde qui vient à la cabane n'est pas obligé d'enlever le bot en regardant bouillir. Là. Tu sais, c'est une cabane à sucre chez nous, puis on chauffe au bois, puis il y a des écorces à terre, puis les jeunes saucent la palette, puis ils mangent de la tire, puis je veux que ça reste le fun. Je veux que ça reste le fun. Il y a quand même 5 000 en taille, c'est quand même un job. Oui. Moi, c'est 4 mois par année qu'il faut que je passe à l'érablière, puis couper le bois, préparer ça, puis nettoyer. Puis... Carl Marquis, on va vous voir encore pour le concours Jeune agriculteur d'élite du Canada, tant qu'ils vont vouloir. Exactement. Je fais encore partie du comité du Québec, là, mais c'est comme tu dis, tant qu'ils vont vouloir me voir, je vais être là.
Puis, il n'y a pas vraiment de grands changements là-dedans. Je veux dire, les normes, il n'y a pas... Là, à part la date qui va changer, il n'y a pas d'autre chose qui change. Les critères restent toujours les mêmes. Un petit peu, Est-ce qu'on s'adapte Y a-tu un volet juste pour... Parce que j'ai un flash, tu sais, tantôt on parlait d'environnement. Là, y a-tu un volet, y a-tu des points qu'un producteur ou une productrice va se présenter dans le concours? Ah, il y a un petit pourcentage pour l'environnement? Oui, il y en a déjà. Il y en a déjà. Puis, il y a un comité auquel je fais partie, qui est les anciens présidents canadiens. Okay. On se rencontre une couple de fois par année, puis justement, on réévalue les normes, les critères. Puis je regardais ça justement ce matin. Là. Puis là, maintenant, on permet à des frères ou à des sœurs de se présenter, parce qu'autrefois, c'était juste un candidat. Fait que tu peux avoir des co-associés qui se présentent. Puis tu pouvais aussi avoir un travail à l'extérieur, aller chercher beaucoup de revenus extérieurs, puis avoir une petite job sur l'entreprise, puis te présenter. Mais aujourd'hui, il faut que tu tires les 2 tiers de tes revenus de ta ferme. Ça fait que c'est des petits ajustements qu'ils font. Puis au niveau de l'environnement, ben je pense qu'il y a sur 200 points, il doit y avoir 35 points qui sont juste liés à l'environnement. Carl Marquis, avant de terminer, parce que vous m'avez dit tantôt, je pense en dehors des ondes, on en a parlé un petit peu. Non, je disais, je ne suis pas en politique, je vais aller au conseil municipal, mais vous avez quand même une logique, vous êtes un rassembleur, vous aimez le fun, vous l'avez dit à une couple de reprises, vous aimez le fun, puis, mais ça ne sera pas le fun de vous voir plus en politique ou dans l'UPA? Non, je ne sais pas, vous, c'est pas quelque chose encore qui va vous chercher, parce que vous avez la parole facile, vous êtes connu, ça aide toujours. On le disait un peu tantôt en dehors, c'est toujours des fois qui tu connais, ça nuit pas. C'est pas quelque chose qui on vous a jamais appelé au parti politique. Oui, j'ai été sollicité souvent par des organisations agricoles, puis une fois par un parti politique. OK. Mais puis... non. Non. Puis même, j'ai été il y a 2 ans sollicité par une grosse organisation agricole où j'aurais pu monter jusqu'à peut-être la présidence et en avoir un très bon salaire. Là. J'ai présenté ça à ma famille, puis j'ai fait un choix que j'aime mieux mettre mes bottes oranges puis aller faire mes sucres. Puis, c'est sûr, des fois, c'est une belle soupape d'échappement. Après-midi, gars, je prends le 4 roues, m'aller bûcher une corde de bois pour la cabane à sucre, puis t'es à l'air pur. Tout le temps. Je pense que ma vie mentale, ma vie familiale a beaucoup plus de place que l'argent. Carl Marquis, propriétaire de la ferme Lorca, félicitations à vous, votre conjointe, vos enfants également. Je rappelle qu'en 2023, vous êtes la ferme, la famille agricole de l'année au Québec, quand même. Donc ça, c'est un prix qui va rester, puis ça va vous suivre. Ça, c'est comme, en fait, c'est la médaille d'or, c'est un peu ça, je comprends. Fait que c'est une médaille familiale que je partage avec mes parents, avec mes frères, en fait, ça l'encadre toute la famille, là. Carl Marquis, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour le balado Soif de culture Soleno. C'est vraiment, là, on en a appris beaucoup. Ça me fait plaisir. Puis le travail ne fait pas mourir. C'est ce que je comprends depuis 83. Toute l'évolution. D'ailleurs, vous avez des vidéos qui sont en ligne également aussi. Fois, les gens peuvent aller voir, juste en faisant peut-être ferme ils peuvent le voir. Famille agricole de l'année, Famille agricole, il y a des vidéos. Puis il y a eu justement à Radio-Canada la semaine passée, un beau reportage qui lui a fait RDI, là, qui s'est promené à grandeur parce qu'ils font souvent un volet régional le samedi également. Puis c'est toutes les régions du Canada. C'est ça qui est intéressant également de voir de ce qui se fait ailleurs. Carl Marquis, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci, Carl Marquis. Merci d'avoir été au balado agricole Soleno, Soif de culture. Vous écoutez le balado agricole Soleno.